Voilà, un débat toujours consacré à cet attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray et aux nombreuses questions qu'il pose. Un rapide tour de table à nouveau pour vous présenter mes invités de ce soir. Catherine Morin de Sailly, bonsoir. Vous êtes sénatrice UDI de Seine-Maritime, présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. En face de vous, Gérard Chaliand, bonsoir, géopolitologue, spécialiste de l'étude des conflits armés, des relations internationales et stratégiques. En face de vous, Mohamed Sifaoui, bonsoir. Vous êtes journaliste, écrivain, président de l'association 11 janvier. Et puis Gérald Arbois, bonsoir, directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement, chargé d'enseignement dans plusieurs universités françaises. Je lisais à l'instant ce tweet. Il portait un bracelet électronique, il était fiché S. Comment se fait-il qu'il n'ait pas été empêché de commettre ce crime? On disait également que la famille de cet individu, donc formellement identifié, avait alerté à plusieurs reprises les forces de police. Localement, ils ont été alertés de ce potentiel danger, puisque lui-même avait communiqué auprès de ses amis. Il avait dit, je vais frapper, je vais intervenir. On ne l'a pas pris au sérieux. Ça paraît complètement fou, cette histoire, Gérard Chaliand. Écoutez, je vais laisser parler la sénatrice et puis le spécialiste des renseignements, parce que finalement, là, on rentre dans un domaine extrêmement spécialisé. Gérard Labroix, là. Le spécialiste de renseignement va vous dire que d'abord, on est face à un problème... On n'a pas de réponse là pour le coup. Non, on est face à un problème de sécurité publique et pas de renseignement. C'est-à-dire qu'on a des organismes... Madame la sénatrice parlait tout à l'heure... Enfin, une famille qui alerte les services de police. Madame la sénatrice a parlé de maillage. Le maillage, on l'a détruit. Le maillage, il existait sous un vocable qui est une insulte dans la vie politique française, la police de proximité. La police de proximité a été éliminée en France. Partie pour des raisons idéologiques, mais surtout pour des raisons financières. Et ça, on le voit très bien, puisque en Europe, dans tous les pays, on a fait la même chose. Dans certains endroits, la police communale a pris le remplacement avec un agent de police qui vit dans le quartier, qui est connu des habitants, qui a la confiance des habitants. Les habitants viennent le voir et lui a la confiance de ses chefs. À partir du moment où on n'a plus de prise sur le sol, on a désorganisé également les renseignements généraux, on a empêché le service de renseignement territorial qui a pris la suite d'avoir un suivi dans les affaires, de pouvoir communiquer classiquement avec l'entité qui est chargée de la contre-ingérence, à savoir la DGSI. On a fait plein de modifications sans penser que... Alors, sans penser à mal déjà, mais sans penser qu'un jour on aurait un problème et que ce problème viendrait d'abord de notre population qu'on ne contrôle plus, plutôt que d'agents infiltrés venant... Le travail de terrain, c'est clairement là où ça pêche, et ça c'est ce que tout le monde nous dit à chaque attentat. Il y a ce Conseil de sécurité et de défense, énième Conseil de sécurité et de défense qui était tenu ce matin à l'Élysée. Il n'y a pas eu d'annonce, pas de surenchère, c'est le souhait du... Il y a eu la décision de la justice, pardonnez-moi, également. Parce que le choix a été contre l'avis du parquet de mettre en liberté conditionnelle. Alors ça, c'est un autre niveau, effectivement. Donc, c'était en amont. En amont, voilà, il y a eu deux niveaux. Voilà. Il y a eu un couac là aussi. Le parquet a fait appel, il n'a pas été entendu. Moi, j'ai parlé de ce qui est de mon domaine. Ouais. Si vous voulez qu'on passe un cran au-dessus, la fiche S, c'est pas la panacée universelle. La fiche S, c'est un signalement qui est fait pas uniquement par les services de renseignement, mais par tous les services de police. Et ensuite, on a un processus d'observation de la personne qui est sous fiche S. S'il passe en dessous du radar, et il ne faut pas prendre... d'accord, ce sont des pieds nickelés, mais il ne faut pas les prendre non plus pour des canards sauvages. Ils réussissent à passer en dessous du radar. Qui est fiché S d'ailleurs? Ça fait 10 000 individus potentiellement pouvant atteindre à la sûreté de l'État. Plus que 10 000. Le problème, c'est que fichier S, on est fichier S pendant un certain temps, sauf que les chiffres qui sont donnés sont le total des gens qui ont été fichés S sur les 15 dernières années. Fichiers S sont tous ceux qui reviennent de Syrie, que les Turcs nous renvoient, parce qu'on a une coopération avec les Turcs, une coopération au niveau renseignement et au niveau policier. Parce que la récupération d'un individu venant de Syrie, c'est d'abord un problème de renseignement et un problème de police. Une fois qu'on a débriefé le client, on le condamne parce qu'on a une loi qui estime qu'aller vouloir combattre
dans un État étranger, il y a un tarif, donc on lui applique ce tarif, et puis après il devient un détenu comme un autre. S'il ne fait pas montre de violence vis-à-vis de ses codétenus ni de ses gardiens, il a les mêmes tarifs dégressifs que les autres. Alors on lui met un bracelet électronique, mais on a mis des bracelets électroniques à des trafiquants de drogue, ils ont continué à vendre leur drogue. Donc le bracelet électronique, c'est un moyen de contrôle, mais on n'est pas non plus face à une panacée. Alors la question qui est posée aujourd'hui et qui est notamment soulevée par la droite, c'est aller taper plus fort, quitte à toucher à l'état de droit. Bernard Cazeneuve a dit, pas question ce matin, jusqu'où il faut aller Non mais, pardon, hein, je pense que... Des mots. Oui. Moi, je vais pas vous donner une réponse politique. Je ne suis pas un homme politique. On essaye d'être technicien de l'information ou, en tout cas, scientifique sur ces sujets-là. Il vaut mieux ne pas rentrer dans ces polémiques qui ne sont pas au niveau de l'enjeu. Mais sur les outils qui existent et sur leurs résultats, je vais vous dire, ça, on peut se prononcer. Alors là, si je me prononce, je vais donner l'impression d'être presque un militant politique. Parce que, objectivement parlant, si on devait critiquer, qui a effectivement, comme ça a été dit, supprimé la police de proximité, qui avait un rôle essentiel dans la détection de petits signaux faibles qui remontaient jusqu'à l'UCLAT et qui permettaient d'identifier des personnes censées être dangereuses. Qui a déstabilisé les renseignements généraux et donc le maillage territorial. Qui a voulu, à un moment donné, enlever, supprimer, y compris la fonction du juge d'instruction et y compris le juge d'instruction spécialisé. Qui a réduit le temps de spécialisation à 10 ans, poussant quelqu'un comme Marc Trévidic à partir et à quitter la galerie Saint-Éloi. Le juge antiterroriste. Hein. Le juge antiterroriste est l'un des meilleurs que nous avons aujourd'hui en France. Quand on aura répondu... Qui connaissait d'ailleurs l'individu en question, puisqu'il avait lui-même arrêté. Quand on aura répondu à ces questions et à bien d'autres, d'abord, hors esprit polémique, on verra qui a fragilisé le dispositif sécuritaire français qui permet aujourd'hui, en l'occurrence, à des terroristes de taper comme dans du beurre. Passez-moi l'expression. En vérité, aujourd'hui, nous avons face à nous une double menace. Une menace structurée type 13 novembre, qui est du ressort de la DCRI pour partie, de la DGSI, pour la DGSI en partie et de la DGSE en partie, parce qu'il y a une partie étrangère et une partie sécurité intérieure. Et on a un terrorisme low cost de proximité qui peut se traduire par une action comme celle que nous avons vue hier ou une action comme celle qui s'est produite à Magnanville par l'assassinat du couple de policiers. Donc, c'est la nouvelle arme de Daesh, justement, ces électrons les deux. libres, ça, effectivement, si on peut se permettre... nous les voyons depuis une quinzaine d'années, quand Abou Moussa Bassouri, un des idéologues d'Al-Qaïda à l'époque, avait appelé des jeunes européens à agir sur leur territoire. Mais cet appel a été réitéré récemment encore. La dernière fois, c'était le 21 septembre 2014, par Abou Mohamed El-Adnani, qui est le porte-parole de Daesh et considéré comme le chef opérationnel des opérations extérieures, qui a dit, je cite, « Utilisez tous les moyens », c'est-à-dire si vous ne pouvez pas détonner une bombe, si vous ne pouvez pas tirer une balle, si vous ne pouvez pas faire tout ça, égorgez-les, frappez-les avec une pierre, jetez-les d'une falaise, empoisonnez-les, étouffez-les. Si vous ne pouvez pas faire tout ça, crachez-leur à la figure. Donc, en gros, aujourd'hui, et tout ça est le résultat d'un dogme qui est très connu dans, la littérature et le dogme islamiste salafiste, ça s'appelle en arabe al-wala wal-bara, c'est-à-dire l'alliance et le désaveu. Comment, finalement, un islamiste salafiste djihadiste doit se comporter à l'égard de ceux qu'ils ont désignés comme leur cible, leur ennemi, donc les mécréants ou les apostats, selon qu'on soit de culture ou de confession musulmane et non est rejeté par eux, ou selon qu'on soit d'une autre religion et donc rejeté aussi par eux de la même manière. Donc, en fait, il faut arriver d'abord à comprendre ce dogme qu'on a pris un peu avec beaucoup de condescendance. On voit par exemple, regardez la condescendance. Si l'idéologie islamiste était une idéologie européenne, je vous assure qu'on n'aurait pas crié ou déséquilibré à chaque action terroriste. Aujourd'hui, cette condescendance veut que, y compris lorsque le terrorisme s'exprime, on va convoquer d'abord des psychanalystes et des psychiatres pour voir si le type n'était pas fou. Il faut arrêter avec ça. Parce qu'il y a une dimension... C'est une réalité, c'est une réalité. Non mais attendez. Monsieur Karmi, lui était suivi depuis l'âge de 6 ans. Il a fait des passages par les hôpitaux. Vous savez, c'est une réalité quand même, ce terrain psychiatrique. Breivik n'était pas quelqu'un de très équilibré. Hitler n'était pas quelqu'un de très... Breivik, je veux dire,
Breivik en Norvège n'était pas équilibré. Hitler, Adolphe, de son prénom, n'était pas quelqu'un d'équilibré. Mussolini n'était pas quelqu'un d'équilibré. Ça a fait d'eux des idéologues d'idéologie totalitaire. De la même manière, si on psychanalyse tout, ce que je veux vous dire, ça veut dire forcément qu'on réduit la portée réelle d'un phénomène idéologico-politique qui est réel, qui est porté par des États, qui est porté par des finances, qui est porté par des groupes. Et en définitive, on réduit ça. Comment on l'anéantit? On est d'accord, on est tous d'accord avec ce que vous dites là. Comment on l'anéantit, cette idéologie concrètement? Sans vouloir monopoliser la parole, pardon, je vais essayer de répondre très vite. Qui veut, je pense d'abord qu'il faut accepter de nommer le mal. Chose qu'on a beaucoup de mal à faire, là, pour le coup. Accepter de nommer le mal et dire tout simplement c'est un terrorisme d'inspiration islamiste. L'islamisme, ce n'est pas une connotation péjorative. C'est quelque chose qu'on enseigne dans les instituts de sciences humaines, de sciences politiques. C'est une idéologie politique qui existe depuis au moins un siècle, qui existe depuis, en tout cas les frères musulmans, qui ont théorisé le dogme islamique pour en faire un projet de société. Donc ça, c'est une réalité. On est dans une guerre de valeurs, on n'est pas dans une guerre de civilisation. On a des gens... Et cette guerre a lieu d'abord dans le monde musulman. Et ces premières victimes, historiquement et statistiquement, sont d'abord musulmanes. Elles se comptent par millions. Un tiers des victimes sur la promenade des Anglais, mais il ne s'agit pas non plus de... Non, attendez, c'est pas pour diminuer. Là, ce sont encore des faits. Je veux dire, il faut rappeler des faits. Donc, pour poursuivre juste d'un mot, comment arriver à vaincre cette hydre? Disons les choses clairement. On ne pourra pas, quoi qu'on puisse en penser, faire face, sinon par des opérations un peu miraculeuses, aux attentats qui vont avoir lieu dans l'année ou les 2 années qui viennent. On ne pourra aujourd'hui empêcher que les attentats qui sont prévus dans les 5 à 10 ans à venir. Pourquoi? Parce qu'on a un tel retard. On a un tel retard d'abord dans la mentalité de la société française, qui, le lendemain d'un attentat, veut plus de sécurité, mais qui, 4 jours plus tard, veut une société beaucoup moins sécuritaire. On va laisser la parole aux autres intervenants, parce que en plus, vous n'avez pas un discours très optimiste. Alors, il s'agit de se baser sur les faits, mais vous êtes d'accord avec ça? Non, quand bien même on agissait au mieux aujourd'hui, on n'aurait pas d'impact sur les prochains attentats qui pourraient intervenir? Le problème est d'abord culturel, et il faut aussi prendre ces pseudo-commandos qui sont en fait des copycats de ce qui se passe. Je veux bien que les terroristes de Daesh soient des petits nickelés, c'est-à-dire qu'ils soient perdus sur le chemin de la Belgique et donc ils se sont fait exploser par le GIGN. Ils oublient leur carte d'identité dans une voiture de location. On a plein de petits exemples comme ça. Mais c'est la première fois qu'on a quand même des clients qui prennent des armes factices, des gilets d'explosifs factices, qui sont armés, mais alors comme des rigolos, parce que dans les Bouches-du-Rhône, il est quand même très simple d'avoir une Kalachnikov. Mais on a une explication, pardon, on a une explication à ça. Pas un 7,65 qu'on va acheter à un Albanais. On a comme c'était le cas sur la promenade des Anglais. On a une séquence qui est déjà une séquence qui entraîne le mimétisme. C'est-à-dire que depuis le mois de juin jusqu'à aujourd'hui, il ne se passe pas une semaine où on n'a pas l'annonce de 1 ou 2 incidents armés, que ce soit des fusillades racistes aux États-Unis ou que ce soit des attentats... En Allemagne, notamment. Gérard Chaliand, en Allemagne, il y en a que 2 qui ont été reconnus comme étant... Mais il y a eu 4 attaques et les médias en ont parlé quasiment Malmö, de façon quotidienne, justement. Et au Japon, on n'a pas dit que c'était Daesh. Alors pourquoi est-ce qu'en France, il n'y a que Daesh qui attaque? Gérard Chaliand, ce pour nous phénomène... résumer, si vous voulez, d'une part, on a été dans le politiquement correct et on continue à être dans le politiquement correct. C'est-à-dire on n'appelle pas un chat. Il ne faut pas gêner les musulmans en disant que l'islamisme, c'est ceci ou cela. Ça, c'est exact. Bon, deuxièmement, moi, je n'appelle pas pieds nickelés des types qui sont des amateurs. Un amateur qui est prêt à s'immoler, je le prends au sérieux. C'est-à-dire, à partir du moment où vous êtes prêt à mourir pour la cause, quelle qu'elle soit, que vous avez épousée, vous êtes un monsieur dangereux. C'est ça le principal danger, d'ailleurs. Voilà, exactement. C'est l'absence de limite. Voilà. Et pour le reste, bon, c'est vrai, si vous voulez, le programme de ces types est absolument absurde. Comment on va retourner à la pureté supposée des premiers siècles de l'islam,
Où est-ce qu'on va? Les Chinois travaillent, les Indiens travaillent, il y a des tas de gens qui travaillent dans le monde, qui font de la croissance économique. Eux, ils foutent le bordel. C'est tout ce qu'ils savent faire. Bon, face à ça, nous sommes dans une situation délicate parce qu'ils vont pousser au maximum de façon à ce que le chaos éclate ici également et qu'il y a des affrontements. Voilà. Notre problème, il est là. Alors, on ne va pas empêcher les attentats, il y en aura toujours, on va en empêcher certains, mais il faut pas non plus donner dans cette caricature de la classe politique en train d'accuser l'autre comme si il était incapable de faire quoi que ce soit. Je veux dire, à gauche comme à droite, depuis 15 ans, on n'a pas été extraordinaire du tout. Quand il a dit qui a fait, ben oui, à gauche et à droite. Il n'y a pas eu de travail vraiment, comment dirais-je, cohérent, etc., parce que bon, bah, on a bricolé comme on a pu. Ça ne veut pas dire que l'appareil d'État français n'est pas un appareil sérieux. Si, on va pouvoir répondre. Je veux dire, déstabiliser la France, pas facile du tout. Justement, répondre en attaquant, en tapant à l'étranger, la rhétorique guerrière de François Hollande, on s'en souvient au lendemain des attentats du 13 novembre. Là, ce soir, il réitère en parlant du Mali. La France va poursuivre ses actions sur tous les terrains, l'Afrique, mais aussi l'Irak, la Syrie. Elle ne se retirera pas de la coalition internationale. Ça, c'est une réponse Oui, c'est une réponse aussi. C'est une partie de la réponse. Retournons, c'est une partie de la réponse. Retournons en 2014. En 2014, le Daesh, il se fait une fantastique publicité en prenant sans difficulté la ville de Mossoul. Tout de suite après, ils déboulent chez les Yézidis, ils en tuent le maximum, ils prennent quelques chrétiens en passant. Ils rentrent chez les Kurdes. Bref, le type se proclame calife, il vient de surpasser les autres mouvements concurrents et d'un seul coup, il va y avoir une sorte d'appel d'air, il va y avoir 10 000, 15 000, 20 000 mecs qui vont y aller parce que ça y est, c'est chouette, on va au djihad, la victoire est au bout du fusil. Bon, aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a des difficultés. On ne va pas aller la fleur au fusil pour participer à la victoire aisée. Et c'est pour ça qu'ils ont dit frappez là où vous pouvez. Et pourtant, pardonnez-moi, malgré ces difficultés qui sont enregistrées sur le terrain, on a quand même le sentiment que l'organisation elle est renforcée en Occident. Oui, eh ben d'accord. Mais non, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Moi je trouve que c'est très bien de les affaiblir. Le plus important, c'est de les affaiblir là où ils estiment qu'ils avaient réussi, là où ils avaient territorialisé, là où ils avaient dit c'est terminé, maintenant on est les champions de 2 pays à la fois, etc. C'est très important. C'est-à-dire que la victoire sur le terrain, c'est très mauvais. Il ne faut pas oublier que la France n'a pas connu d'attentat de 86 à 2012. Ça ne veut pas dire que rien n'a été fait, ça veut dire que les services fonctionnaient, ça veut dire que les informations rentraient et qu'il y avait une coordination qui permettait de mettre hors d'état de nuire des individus qui voulaient se dresser contre la France à partir du territoire français. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une vraie question qu'il faut se poser, qu'on doit tous se poser, politique, y compris sur l'attitude à adopter face à ces attaques qui sont amenées à se répéter? Il y a plusieurs médias, dont France 24 fait partie, qui sont en train de justement entamer cette réflexion. Alors, il n'est jamais trop tard, hein, notamment en décidant de ne plus publier les photos des auteurs d'attentats, ne plus communiquer leur nom pour éviter d'éventuels effets de glorification posthume. Ça passe par là aussi, peut-être la réponse. Hein. Tout à fait. Hier, au moment où j'apprenais ce qui se passait dans mon agglomération, j'étais au conseil d'administration de France Télévisions. On était en train précisément de parler de ce sujet. Je crois que cette glorification des bourreaux, à force de surmédiatisation, de chaînes qui fonctionnent en continu pour raconter voilà, tout un tas d'histoires qui parfois n'ont pas grand-chose d'ailleurs à voir avec le phénomène concerné. Tout ça ne grandit pas, en tout cas, je vous le dis comme je le pense, les médias. Moi, je dis non au vedettariat du terroriste, pardonnez-moi. Je pense qu'il faut avoir une conscience aiguë de tout cela. Et puis, les réseaux sociaux, vous l'avez évoqué à juste titre. Moi, ma préoccupation, qui est beaucoup travaillée sur ces questions du numérique, c'est le comportement aussi de ces entreprises extra-européennes, les GAFA, les Facebook, les Twitter, les YouTube,
qui diffuse quand même à longueur de journée des contenus illicites, le temps de la réaction pour déférencer. Tout va trop vite, c'est ça? Pour déférencer ces sites est très long. Il y a eu du testing de fait ces derniers jours. Les résultats ne sont pas si exceptionnels que ça. Et on nous renvoie toujours l'absence de législation européenne. On nous dit vous êtes pas unis. Une fois que vous serez unis au niveau européen, on en reparlera. Je crois qu'il y a une prise de conscience, mais elle est très insuffisante. Il faut que ces entreprises mettent les moyens, constituent des équipes efficaces de 20-30 personnes. Ils en ont les moyens. Ils pratiquent l'optimisation fiscale et l'évasion fiscale, donc ils en ont les moyens. Mais il y a une dimension culturelle aussi. Rapidement pour conclure, voilà. Oui. Juste un mot, parce qu'on va passer un œil sur les médias, justement. Pardon de casser l'ambiance, mais je pense que c'est une mesurette qui n'aura aucun sens. Pourquoi? Parce que demain, c'est juste fragiliser le système médiatique français. On ira sur Al Jazeera, sur la BBC, sur CNN pour voir le nom des terroristes. Et on ira sur Internet. Et il faut rappeler une chose, c'est que donner l'identité d'un terroriste, d'un criminel, fait partie du travail d'information. En l'occurrence, demain, si on a un poseur de bombes et si un avis de recherche, alors à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on deviendra des supplétifs de la police. Et là, pour l'avis de recherche, on va diffuser le nom et la photo de l'individu recherché parce que susceptible de commettre un attentat. En plus de ça, je veux dire, comment voulez-vous aujourd'hui, dans un système où on n'est pas le RTF, on n'a pas une seule chaîne, on n'est pas dans un système fermé, comment voulez-vous faire appliquer une règle qui ne peut être qu'une règle éthique? Enfin, selon. Je pense que, par contre, les gens qui n'ont absolument rien fait, les gens qui n'ont absolument rien fait sur le terrorisme islamiste pendant des années, c'est une petite décision de bourgeois qui va leur donner bonne conscience en disant voilà comment on va lutter contre le terrorisme. Je ne parle pas pour vous, madame, bien sûr. Non, moi je parle des contenus qui font l'apologie du terrorisme. Oui, je parle pas là de on est d'accord, l'apologie, mais ne pas donner le nom d'un terroriste, d'un criminel. Non, mais on ne parle pas de la même chose. Je veux dire à un moment donné, pour la compréhension pleine et entière des contenus, qu'à partir du moment où on formera aussi bien notre jeunesse que nos enseignants, que nos chercheurs universitaires, parce que le niveau sur le terrorisme à l'université, quand on voit les dossiers qui ont été présentés pour financement à l'ANR, on se pose des questions. Gérard Chaliand, vraiment le mot de la fin. On attend Karim qui est dans le coin du plateau. Il y a une chose qui, par contre, est importante. En ce qui concerne les chaînes en continu, il faut qu'elles s'autorégulent d'elles-mêmes. Je pense qu'ils participent de la déstabilisation de l'opinion publique. Moi, quand on me présente 10 fois de suite un type en train d'être brûlé par le Daesh, c'est le phénomène de répétition qui est en cause. Je trouve ça très mauvais, très mauvais. Je rentre de 5 mois d'Irak, je vois des gens qui ont peur de leur ombre. Là, il y a un travail à faire. Ça ne me dérange pas du tout qu'on parle. Merci à tous les quatre. On accueille tout de suite Karim Yayaoui. On parlait des réseaux sociaux à l'instant. Un œil sur les médias, c'est tout de suite. Regardez. Et merci d'ailleurs à Gérald Arbois qui doit nous quitter un peu plus tôt que prévu. Karim Yayaoui, bonsoir. Bonsoir à tous. La toile, Twitter, Facebook, on en parlait à l'instant, beaucoup de réactions toujours ce soir. Alors beaucoup de réactions et un phénomène développé, évoqué ici sur le site du Huffington Post. Des internautes se sont lancés dans une véritable chasse à l'homme. Retrouver le juge qui a décidé de la libération d'Adel Kermiche. Alors il n'y a pas que des internautes lambda, il y a aussi d'anciennes femmes politiques comme Roselyne Febvre qui s'interrogent. Que ressent la juge qui a ordonné contre l'avis du parquet la remise en liberté. Roselyne Bachelot, Roselyne Febvre, c'est l'une de nos... Bachelot. Oui, j'avais vu ce tweet. Alors elle se demande que ressent le juge qui a ordonné contre l'avis du parquet la remise en liberté d'Adel Kermiche, le bourreau du père Jacques. Alors ce n'est pas une surprise du côté du Front National, la réaction est assez virulente, celle de Steve Briouat. Il parle d'impunité de ces juges qui délivrent des permis de tuer. Au-delà des politiques, il y a aussi des internautes qui réagissent. Le boulot des journalistes serait de traquer le juge qui a autorisé ce type à sortir de prison avec un bracelet. Alors lorsqu'on voit toutes ces réactions, on a le sentiment qu'un juge est arrivé et qu'il a décidé comme ça que cet homme devait sortir. En réalité, le Huffington Post raconte que la procédure est beaucoup plus longue que cela. Il y a un juge d'instruction antiterroriste qui effectivement a pris cette décision, mais il y a eu une expertise psychiatrique qui a duré pendant des mois. Ensuite, il y a le parquet qui a fait appel. Et puis, à nouveau, il y a la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris où 3 juges ont pris cette décision de remettre en liberté avec un bracelet électronique ce jeune homme. Alors, c'est plus compliqué que ce qu'on imagine. C'est ce que souligne aussi le site internet de Mediapart qui parle d'un procès en laxisme qui est peut-être un petit peu trop virulent et qui est peut-être un petit peu plus compliqué que ce que certains imaginent. En tout cas, ça faisait débat sur les réseaux sociaux aujourd'hui.
Voilà, l'idée d'un concordat avec l'islam fait débat également dans les médias et sur les réseaux sociaux. Alors on en parle, il y a cet article qui a été partagé sur les réseaux sociaux du Canard enchaîné, ce petit extrait, le concordat au secours de l'islam, point d'interrogation. D'après le Canard enchaîné, Bernard Cazeneuve réfléchirait à cette idée d'instaurer un concordat avec l'islam, à l'image du régime d'exception qui existe en Alsace-Moselle pour les cultes catholiques, luthériens, réformés, israélites. Alors l'idée, nous expliquons, ça serait de mieux encadrer l'islam et notamment la formation des imams, le financement des mosquées. C'est ce qu'explique ici le site du Lab. En tout cas, ça suscite des réactions contrastées sur les réseaux sociaux. Certains considèrent que tout ça ne contribuerait qu'à affaiblir un peu plus la laïcité. C'est ce qu'imagine sur son compte Twitter Yann Barth. D'autres considèrent que c'est une bonne idée, à l'image de Hossein Driouich, le vice-président de la conférence des imams de France, qui avait déjà évoqué cette idée avant même que cet article ne paraisse. Sur les réseaux sociaux, on a vu apparaître le hashtag revoir l'organisation de l'islam qui était très utilisé dans l'après-midi. Certains considèrent que le fait qu'on évoque cette réorganisation de l'islam au lendemain des attentats signifie en quelque sorte que l'islam est responsable. En tout cas, c'est ce que souligne cet internaute. Ce n'est pas forcément la désorganisation de l'islam qui crée la culture de mort des djihadistes, écrit Majid Oukasha. En tout cas, si Bernard Cazeneuve veut faire passer cette idée, il va falloir en convaincre beaucoup. Voilà, on ne passera pas le dernier thème puisqu'on l'évoquait à l'instant. Faut-il nous montrer les photos des tueurs, des terroristes en question? Ça, c'est à chacun d'y répondre. Du côté de France 24, on a tranché. On ne les montre plus dorénavant. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'avoir été mes invités. Merci beaucoup. Karim, c'était un œil sur les médias. On verra combien de temps ça va tenir. Ce sera le mot de la fin. C'est la fin de ce Paris Direct. Vous restez avec nous puisque l'info, elle continue. Elle revient dans quelques instants sur France 24.